of France. Please join me in warmly welcoming Armel Pertuz. Merci bien, merci d'être là. Bon, à l'issue de ce meeting, c'est vrai qu'on pourrait peut-être nous poser une question. Pourquoi encore parler de la révolution de 1917 en 2017 ? Et c'est vrai qu'on aurait pu faire le choix de célébrer les 100 ans de la révolution russe comme toute l'histoire du mouvement ouvrier et ses luttes d'émancipation. Il y a 2 ans, on a fêté 36. L'année prochaine, on fêtera 68. Et entre les deux, on a 17 qui probablement est un dénominateur commun des deux autres. Mais il nous semble que une des raisons qui nous a poussé à organiser ce meeting ce soir, c'est que c'est le caractère extraordinaire et unique de l'événement qu'a constitué la révolution russe et qui nécessite qu'on y revienne d'une part longuement, mais qu'on y revienne surtout de manière totalement partisane, parce que c'est la première et l'unique révolution prolétarienne qui a changé de manière inédite, qui a changé de manière inégale le cours de l'histoire de l'humanité. Elle a soufflé en quelques années des siècles de brutalité, des siècles d'humiliation, des siècles d'oppression et d'exploitation d'une minorité de nantis sur la majorité travailleuse. Elle a fait la démonstration de la puissance combative et émancipatrice de la classe ouvrière pour se libérer de ses chaînes, en pleine boucherie de la Première Guerre mondiale, sous le régime sanglant de Nicolas II, et enfin, dans un contexte où la population, la majorité de la population était maintenue dans l'arriération la plus crasse et la misère. Elle a fait la démonstration avec les soviets qu'en se dotant de cadres d'auto-organisation dans lesquels celles et ceux qui luttent décident de leur combat, de ses rythmes, de ses objectifs, de ses modalités d'action, notre camp social s'arme contre toutes les tentatives de division, mais aussi toutes les tentations de ramener le bouillonnement de la rue, de ramener le bouillonnement des usines aux compromissions des salons. Elle a tracé évidemment la voie stratégique de la grève générale comme premier pas pour bloquer le pouvoir des capitalistes, c'est-à-dire leur machine à profit. Et elle a enfin démontré ce que les révolutionnaires comme Trotsky et Lénine affirmaient déjà, la nécessité absolue d'un parti communiste et révolutionnaire, structuré, mais aussi capable, comme le disait Lénine en 1905, à des périodes de montée révolutionnaire, d'ouvrir les portes du parti aux ouvriers les plus combatifs. Alors pourquoi aujourd'hui on peut dire que la révolution de 17, elle est riche d'enseignements, d'exemples à suivre, de leçons à enregistrer pour les révolutionnaires que nous sommes aujourd'hui en 2017, parce que nous avons la certitude absolue que l'actualité de la révolution, c'est pas une formule, mais c'est un principe d'orientation, c'est un principe de vie pour tous les jours, c'est un principe pour l'avenir que nous voulons construire. Alors, il y a 100 ans, dans la Russie tsariste, en pleine Première Guerre mondiale, les travailleuses et les travailleurs ont pris le pouvoir. En quelques mois seulement, un ordre séculaire a pris la flotte de partout. Les traditions, l'organisation sociale qui semblait immuable étaient renversées et la majorité allait tenter de mettre en place un nouveau monde. Alors si je dis ça, c'est parce qu'on pourrait nous dire, pensez-vous vraiment qu'on est à l'aube de 1917 ? Probablement pas, aujourd'hui. Est-ce que pour autant on serait réduit à n'être que de simples commentateurs, même radicaux, du monde autour de nous ? Et là je dirais 1000 fois non. 1000 fois non parce que, pour des raisons objectives, la société capitaliste dans laquelle nous vivons en 2017, elle est aussi barbare, si ce n'est plus qu'en 1917, par la misère qu'elle sème et par les guerres qu'elle déclenche aux 4 coins du monde. Parce que la classe ouvrière, si elle n'est plus concentrée dans les gros bastions ouvriers industriels, s'est démultipliée dans tous les pays dits émergents et qu'elle est bien plus nombreuse qu'en 1917. Et donc que sa capacité à nuire aux capitalistes l'est d'autant. Enfin, quand 1% de l'humanité détient la moitié de tout le reste, il n'y a aucun doute sur l'accroissement de l'accaparement des richesses par une infime minorité de parasites. Alors pour nous, c'est certain, aujourd'hui, en 2017, le meilleur moyen de fêter 1917, c'est d'être révolutionnaire, mais c'est aussi d'avoir la certitude qu'à défaut de décider des accélérations majeures de l'histoire, nous devons être préparés et disponibles à y intervenir. Mais pour ça, évidemment, il y a un préalable de taille. C'est que la révolution russe, c'est pas une affaire de commémoration, c'est pas une affaire de roman de célébration. Elle est pour nous plus que jamais d'actualité.
Elle reste le seul objectif viable pour la majorité de l'humanité. Mais elle nécessite alors une ligne de conduite. Pas pour demain, pas pour un passé à célébrer, mais pour maintenant. Parce que nous ne voulons pas être des révolutionnaires de salon, mais que nous avons la prétention, et que nous n'avons pas d'ailleurs la prétention ni la naïveté de croire que les instabilités de la situation, comme la décomposition des organisations traditionnelles du mouvement ouvrier, ne peuvent pas nous toucher. C'est pourquoi nous devons en tirer les conclusions qui s'imposent pour maintenant. Et là, je citerai de manière, vous m'en excuserez, extrêmement tronquée, mais pour illustrer à bon escient mon propos, je citerai Lénine en 1905, avant l'insurrection. Donc vous voyez, il y a un petit peu de chemin. Mais il disait quand même, notre inertie, notre savante immobilité, notre crainte sénile de l'initiative, voilà le mal d'aujourd'hui. Et en réalité, pour beaucoup d'entre nous qui sommes partie prenante, qui sommes des sections de la 4e internationale, il semble que même dans un contexte différent, cette citation, et même tronquée, sonne bien et peut largement résonner en nous. C'est bon. Ouais. Depuis les années 1994-95, on a fait le constat qu'un nouveau cycle de lutte s'ouvrait après la débandade de 89-90 et la fin de l'histoire annoncée. J'en cite que quelques exemples, évidemment. Le Chiapas, les luttes altermondialistes, les grèves reconductibles de l'hiver 95 en France, le printemps arabe de 2011, les luttes dans le textile en Asie, les grèves dans les mines en Afrique du Sud, dans les facs au Chili, jusqu'à la mobilisation contre la loi travail en France en 2016. Alors aujourd'hui, objectivement, on pourrait dire que ce ne sont pas les luttes de la classe ouvrière et de la jeunesse qui manquent cruellement, mais leur unité, et aussi les militants révolutionnaires convaincus que leur action et leur intervention peut, à leur échelle évidemment, faire bouger les lignes et influencer un milieu significatif. Durant la lutte contre la loi El Khomri en France, qui a duré 5 mois avec 16 journées de grève, nous avons vu se dégager et se dessiner une avant-garde large qui a su s'auto-organiser par des cortèges interprofessionnels et interluttes et par la mise en place d'assemblées générales. Et nous avons décidé d'avoir une intervention coordonnée de militants révolutionnaires en son sein. Quelles ont été les limites de ça, entre autres? Et si l'on considère le facteur subjectif, notre poids, évidemment, mais parce qu'à aucun moment, cette politique n'a été la politique de l'extrême gauche pour contrer plus massivement encore que ce qu'on aurait pu faire la politique des réformistes. Alors évidemment, si cet exemple ne correspond pas précisément à ce que Trotsky appelait la répétition générale de 1905, cela a quand même néanmoins à notre échelle faire sortir et comprendre à une frange déterminée de salariés et de la jeunesse la nécessité de s'auto-organiser dans les mouvements sociaux, dans les luttes ouvrières et de la jeunesse. C'est fondamental pour nous qu'à chaque occasion de mise en mouvement de notre camp social, des lieux de discussion, de décision propres aux travailleurs en lutte puissent émerger, à la fois comme des cadres de direction alternatifs aux bureaucraties syndicales ou aux appareils politiques réformistes, mais aussi comme des embryons de ce que pourrait être le futur pouvoir des travailleurs sans le verrou des bureaucraties syndicales. C'est pourquoi, pour notre part en tout cas, nous insistons tant sur la question de la grève générale. Parce que si elle ne semble pas à nos portes pour demain matin, sa compréhension à une échelle bien plus importante, que les seuls noyaux militants changent la donne, au moins dans la possibilité de tenir des cadres d'auto-organisation, comme des assemblées générales interprofessionnelles, comme seul cadre pour ne pas diviser celles et ceux qui veulent continuer, ou du moins qui ont acquis la conviction que c'est la seule voie possible pour gagner, la grève reconductible, celle qui bloque et paralyse l'économie. Et en cela, l'histoire des luttes passées nous aide souvent à illustrer notre propos. Les grands mouvements sociaux qui ont réussi à faire reculer des gouvernements et la bourgeoisie, mai 36 ou mai 68, sont ceux qui ont tout bloqué. Mais l'enseignement de 17, c'est que pour aller de la grève générale au pouvoir des travailleurs, il nous faudra une révolution ouvrière. Il nous faudra renverser l'appareil d'État, le remplacer par un pouvoir ouvrier. Nous ne pourrons pas nous emparer des institutions, gagner simplement des majorités au Parlement, se glisser dans les rouages du système pour mener une autre politique. Et c'est cela qui nous différencie fondamentalement, jour après jour, et encore plus dans les moments de tension de notre camp social, des partis politiques réformistes institutionnels, la France insoumise de Mélenchon ici en France, le Parti communiste français, mais aussi les Tsipras en Grèce. Partout où les travailleurs et la jeunesse se sont dressés
Depuis ces 25 dernières années, il a manqué de militants révolutionnaires convaincus que leur action, que leur détermination à agir, que leur implantation était nécessaire pour inverser le rapport de force, que c'était un élément central, que c'était la meilleure préparation à l'irruption spontanée des masses. Et ça, pour nous, en France, ça n'était ni la politique de lutte ouvrière, ni la politique du NPA, mais pour nous, à l'échelle internationale, ça n'a pas non plus été la politique de la 4e internationale dans laquelle nous intervenons sur l'ensemble de ces sections. Alors évidemment, le parti que nous voulons construire, nous voulons qu'il soit utile, d'une part pour agir, mais nous voulons aussi qu'il devienne indispensable à notre camp social, pas pour le folklore, mais pour le faire gagner. Voilà ce que nous voulons construire aujourd'hui. Et Trotsky expliquait qu'Octobre avait démontré la nécessité absolue d'un parti communiste et révolutionnaire, d'une organisation structurée pour définir et mettre en œuvre un programme, une stratégie, des tactiques qui correspondent aux diverses phases de la lutte et à l'évolution des rapports de force. Et en réalité, si on regarde bien ce que nous faisons, les uns et les autres, chaque jour, c'est un besoin que nous ressentons dans chaque moment de nos luttes, dans chaque mobilisation sociale. Si nous ne sommes pas coordonnés, si nous ne sommes pas prêts à intervenir, nous nous noyons dans la masse, nous nous noyons dans ces moments de flux et de reflux. Nous ne sommes pas prêts à agir, à peser sur le terrain de la lutte des classes. Alors, évidemment, le parti que nous construirons, il sera l'émanation de militants qui font le choix de donner de leur temps et de leur énergie à la perspective de la révolution. Mais pas comme un sacrifice, on n'est pas croyant aussi peu, mais comme un libre choix qui sera guidé par une conclusion implacable. Si on ne se donne pas les moyens de notre combat, c'est la bourgeoisie qui l'emportera. Et il faut que ce soit clair pour nous tous. Aujourd'hui, c'est eux ou c'est nous. Et c'est à cette lumière qu'il faut comprendre certains événements contemporains comme les processus révolutionnaires du monde arabe. Ainsi, par exemple, en 2011, les travailleurs ont joué un rôle essentiel, si ce n'est décisif, dans la chute de Moubarak en Égypte, avec notamment la grève du canal de Suez. Mais la classe ouvrière égyptienne ne s'est pas érigée en force indépendante, par ce qui explique que la victoire lui ait été confisquée. Et les exemples comme ça, on pourrait en avoir à la louche. On pourrait évidemment reprendre la Grèce de Tsipras et les illusions semées dans la gauche révolutionnaire, y compris dans la 4e internationale, qui a préféré attendre de voir et donner ses chances. Mais on pourrait aussi prendre aujourd'hui l'exemple de la Catalogne, tout à fait d'actualité. Nous avons, il y a en Catalogne des militants qui se revendiquent encore de l'anticapitalisme, qui ont des places institutionnelles et qui ont tellement perdu de vue la prise du pouvoir par la majorité d'entre nous, par notre corps social, que même à l'échelle institutionnelle, ils ne sont plus capables de défendre la perspective de la grève générale, non pas simplement pour la libération de dirigeants bourgeois, mais pour unifier leur corps social, qu'ils soient en Catalogne, qu'ils soient en Andalousie, pour que sur la base de la formidable mobilisation qu'il y a eu en Catalogne, notre camp social, dans l'État espagnol, mais partout en Europe, redresse la tête. Et c'est avec ça qu'il nous faut rompre. Alors on pourrait le voir, nous, juste à notre échelle, en France, dans le cadre de la bagarre contre la loi travail et l'ensemble de la politique antisociale du gouvernement Macron. Il est fondamental pour nous, aujourd'hui, à cette étape de la bagarre, d'affirmer qu'il est possible de gagner. Même si pour l'instant, c'est une opinion minoritaire, même à l'échelle de la classe ouvrière, mais même à l'échelle des partis, des milieux militants, mais ça a été répété de nombreuses fois. Quand Lénine a lancé en 1917 tout le pouvoir aux soviets, il était loin d'être majoritaire, et pourtant aujourd'hui, pour gagner face à Macron, il faut être capable de caractériser la politique des bureaucraties syndicales qui vise à démobiliser en dispersant nos journées d'action. C'est le sens de l'appel, par exemple, qui a été lancé par le Front Social, cet embryon de pôle ouvrier dans lequel nous intervenons et que nous construisons depuis maintenant plus d'1 an pour l'unité, pour bloquer l'économie, pour établir un calendrier de mobilisation commun. Être capable de taper sur un même clou, avec un même objectif, la grève reconductible. Avoir une boussole pour l'action révolutionnaire, qui aille le plus loin possible, jusqu'au renversement de l'État bourgeois et l'expropriation des grands capitalistes. Voilà ce dont nous avons besoin. D'ailleurs, pour Lénine, la construction d'un parti révolutionnaire ne se limitait pas à convaincre patiemment, jour après jour, les ouvriers de la nécessité théorique du renversement du capitalisme. C'était être en mesure, au moment décisif, d'organiser l'insurrection. Et nous voulons, nous, aujourd'hui, sans prétention,
être les héritiers de cela. Alors il est vrai, pour conclure, qu'on a coutume d'expliquer, en tout cas nous avons coutume d'entendre, que ce ne sont pas les révolutionnaires qui déclenchent les révolutions, qu'on ne peut commander l'irruption des masses sur la scène politique. Mais on est pourtant persuadé que la politique des révolutionnaires, dans chaque situation, à chaque étape de la lutte des classes, les bilans et les conséquences pratiques qu'ils en tirent sont cruciales, car c'est sur la base de ces épreuves pratiques que se modifie la conscience des pans entiers du monde du travail, mais aussi parce qu'elle est déterminante pour forger un parti. Nous avons confiance dans notre camp social, dans sa capacité à résister, à trouver le chemin des luttes qui pourront ouvrir des perspectives. C'est évidemment pas un excès de confiance, c'est pas un devoir moral, mais ça s'appuie sur 100 ans de combats et de luttes ouvrières, sur les contradictions de notre époque aussi, marquées à la fois par un rapport de force en faveur de la bourgeoisie, par une instabilité politique chronique, mais aussi par des révoltes de masse et des opportunités à saisir pour le monde du travail et pour les militants révolutionnaires que nous sommes. Alors à notre modeste échelle, hors d'une situation exceptionnelle, ça peut paraître évidemment très ambitieux, voire un peu sur une autre planète, mais ce rôle, il nous semble que l'ensemble de l'extrême gauche devrait se l'assigner, et en tout cas, il devrait être celui du parti que nous voulons construire. Alors pour finir, on dirait que ce soir, on commence à poser ces jalons. Nous allons, pour beaucoup d'entre nous, aller ensemble au prochain congrès mondial de la 4e internationale. Nous avons réussi, et c'est pas une mince affaire, à nous mettre d'accord sur un texte qui pour nous est quand même fondamental dans ce qu'il édicte, construire un parti révolutionnaire qui sache saisir les occasions. Il nous semble maintenant, le chemin peut sembler peut-être long, il l'est sûrement, qu'il nous faudra maintenant, dans les mois et les années à venir, bien sûr, le mettre en pratique, saisir ensemble les opportunités, peut-être, mais les discussions sont ouvertes, peut-être que ce qui se passe aujourd'hui dans l'État espagnol et en Catalogne devrait nous pousser à réfléchir ensemble comment pouvons-nous être utiles à notre échelle, si ce n'est à faire bouger des lignes, en tout cas à porter un autre son de cloche. C'est en tout cas les tâches qui sont devant nous pour ce que nous essayons de construire à l'échelle évidemment de toutes nos sections nationales, mais aussi à l'échelle internationale.